la diapositive sur le chloroplaste. Donc, c'est la diapositive 45. Et elle replace bien, en fait, cette diapositive-là, la photosynthèse. La photosynthèse, on voit bien qu'elle est constituée… Margot, c'est un peu les responsables. Margot Guignard, on t'entend. Elle est constituée, en fait, cette phase, ce chloroplaste, cette photosynthèse, excusez-moi, elle est constituée, en fait, de deux phases. Donc, on voit sur la diapositive 45 une phase photochimique. On l'a étudiée dans le chapitre 3, hein, grâce à l'énergie lumineuse, grâce aux photons, on va pouvoir oxyder du coup H2O pour donner de l'O2 et transmettre du coup les électrons au NADP+, pour donner du NADPH+. Autrement dit, former des coenzymes d'oxydoréduction réduits, autrement dit du pouvoir réducteur. Hein. Donc, on a converti de l'énergie lumineuse en énergie électrochimique. Parallèlement à ça, cette énergie lumineuse a permis aussi de créer finalement un gradient de protons, hein, puisqu'on a expulsé des protons dans le lumen des thylakoïdes et on a du coup stocké du coup de l'énergie osmotique. On a fait cette fois-ci une conversion énergie lumineuse, énergie osmotique, en fait, énergie lumineuse, énergie électrochimique, puis ensuite l'énergie électrochimique a été convertie en énergie osmotique. Ce gradient de protons est ensuite utilisé par l'ATP synthase pour régénérer de l'ATP. Donc là, on fait une conversion de l'énergie osmotique à de l'énergie chimique. Donc du coup, notre phase photochimique qu'on a étudiée dans le chapitre précédent, eh ben, elle nous permettait de créer finalement le NADPH+ et de l'ATP, donc du pouvoir réducteur et de l'ATP, qui vont être utilisés ensuite par la deuxième phase du cycle par la deuxième phase de la photosynthèse, le cycle de Calvin. Donc, sur le schéma de la diapositive 45, on voit que j'ai dessiné du coup un cycle. Hein, on voit qu'il est couplé effectivement à l'oxydation du pouvoir réducteur, hein, à l'oxydation de NADPH+ en NADP+. Et on voit aussi qu'on a l'hydrolyse de l'ATP puisqu'on a ATP qui donne ADP plus PI. Donc, on utilise l'énergie chimique finalement contenue dans la molécule d'ATP et l'énergie électrochimique contenue dans le pouvoir réducteur pour en fait intégrer le CO2 à de la matière organique. Et donc, quand on aura fait 3 tours de cycle de Calvin, qu'on aura du coup intégré finalement 3 molécules de CO2, et ben on obtiendra à la fin du coup un triose qui pourra sortir du coup du cycle. Hein, donc, on voit bien que l'on a réduit du coup du CO2 qui est d'ailleurs du carbone minéral et qu'on a fabriqué grâce à cette réduction du coup des trioses phosphates. Est-ce qu'il y a des questions en fait sur l'organisation générale de la photosynthèse? Pas de questions? Donc voilà, donc cette diapositive 45, c'est vraiment une diapositive pareille qui constitue une sorte de schéma bilan sur lequel, à partir de laquelle vous pouvez faire du coup des zooms hein, pour renvoyer notamment à la chaîne photosynthétique couplée à sa photosynthèse, donc à un schéma de détail hein, au poster où il y avait le schéma patate de la chaîne photosynthétique et de l'ATP synthase, ainsi que le diagramme, ce qu'on appelle le schéma en Z, le diagramme énergétique, enfin E0' d'oxydoréduction de cette photosynthèse. Et là, du coup, on va faire, à la fin, je vous ai demandé de faire un schéma en fait du cycle de Calvin qui constituera aussi du coup un zoom vis-à-vis de ce petit cycle de Calvin très simplifié qui est représenté sur ce chloroplaste à la diapositive 45. Alors, le petit 1, c'est le cycle de Calvin réduit du coup le CO2 en triose phosphate cas des plantes en C3. Donc, on est d'accord que le cycle de Calvin, c'est bien une réduction du CO2, puisque si je reprends ma diapositive 45, je vois bien que le CO2 est transformé en triose et c'est couplé à une oxydation. Un NADPH+ donne NADP+. Donc, on a bien une oxydation qui est couplée à une réduction du CO2 en triose phosphate. Et c'est une réaction qui est endergonique, et enfin c'est un cycle qui est endergonique qui se fait grâce, une série de réactions qui est endergonique qui se fait grâce à l'énergie de l'ATP hein, aussi. Alors la première expérience, c'est une expérience que certains ont dû voir à mon avis, je suis quasiment sûr en spécialité SVT, c'est l'expérience de Kelvin avec son compère Benson. Donc en fait, il utilise une verrie un peu spéciale qu'on appelle d'ailleurs la sucette. C'est une sorte de
de verre qui est très aplati. Hein, donc, en gros, la suspension de chlorelle, les chlorelles étant des algues unicellulaires, des unicellulaires chlorophylliens capables de photosynthèse, et ben cette suspension, elle est répartie sur finalement une surface plus qu'un volume. Hein, donc, les chlorelles sont parfaitement bien éclairées. Hein. Elles vont pouvoir faire la photosynthèse. On voit aussi que l'on a un bulleur, hein, on a un tube là, un bulleur, donc on apporte du coup du CO2 notamment à ces chlorelles. Et puis il y a un système de pompe, une pompe qui va à un moment donné envoyer du coup un petit volume de cette suspension dans une tubulure qui est transparente et mes chlorelles en fait vont chuter. Hein, elles vont faire un parcours avant de chuter du coup dans l'alcool bouillant. L'alcool bouillant va les tuer et ça va aussi arrêter de ce fait du coup le métabolisme. Le métabolisme va être figé. Hein, les réactions biochimiques vont être stoppées. Ce que font Kelvin et Benson, c'est qu'ils ils peuvent injecter à différents endroits, hein, de la tubulure du 14 CO2. Donc du CO2 qui contient un isotope 14, autrement dit un isotope instable, radioactif. Donc du coup, s'il l'injecte en fin de compte en haut de la tubulure, eh ben, les chlorelles vont être au contact de ce CO2 radioactif pendant une durée qui sera beaucoup plus longue que s'il l'injecte par exemple en bas de la tubulure, où là, la durée de contact avec ce CO2 va être plus courte. Donc, injecter ce CO2 radioactif, bah, ça veut dire qu'à ce moment-là, de sitôt qu'on l'a injecté, ces chlorelles, elles vont faire leur métabolisme et notamment le cycle de Calvin. Je reviens à la diapositive 45. Hein, elles vont intégrer du coup du CO2, mais du CO2 radioactif. Hein, donc, elles vont l'intégrer, elles vont le fixer dans des molécules organiques qui vont elles-mêmes devenir radioactives. Alors, quand les chlorelles tombent du coup dans l'alcool bouillant, eh ben, ça va solubiliser les molécules. On va obtenir du coup un extrait de ces chlorelles et ils vont réaliser du coup ils vont séparer ces molécules par une chromatographie, mais une chromatographie un peu spéciale, une chromatographie en 2 dimensions. Donc, on avait vu cette technique. Hein, on fait un dépôt et puis on fait une première migration, par exemple. Qui serait du coup ici horizontale. Les molécules vont se répartir en fait de façon linéaire sur une ligne. Et puis ensuite, on retourne à 90 degrés le papier à chromatographie et on fait une migration du coup avec un autre éluant. Et du coup, là, cette fois-ci, les molécules vont se séparer, non plus sur une ligne, mais sur une surface. Est-ce qu'il y a des questions sur cette chromatographie bidirectionnelle? Ça vous rappelle, hein, vous vous rappelez qu'on avait étudié, qu'on avait évoqué en fait cette technique. Une fois qu'ils ont fait cette chromatographie, bon, bah, ils obtiennent du coup une sorte de un papier finalement à chromatographie avec des molécules qui sont représentées, qui se sont étalées sur une surface. Ensuite, ils vont positionner du coup une plaque, un film photographique. Ils vont faire ce qu'on appelle une autoradiographie. Et les zones où il y a les molécules radioactives, eh ben, vont venir impressionner du coup ce film photographique et on va pouvoir détecter finalement où sont les molécules radioactives. Ensuite, grâce au calcul de rapports frontaux, eh ben, ils vont pouvoir identifier ces zones. Voilà, par exemple, cette zone qui est radioactive, elle est associée à une molécule qui s'appelle le 3-phosphoglycérate. Donc, ils ont fait ça, en fait, ils ont fait l'expérience 2 fois. Une où l'injection de CO2 a eu lieu en bas de la tubulure. Donc, du coup, il n'y a eu que 2 secondes de contact avec ce carbone, avec ce CO2 plutôt radioactif. Et une autre injection qui a eu lieu un peu plus en haut. Et du coup, les chlorelles ont été en contact pendant 5 secondes, en fait, avec ce CO2 radioactif. Est-ce qu'il y a des questions sur le protocole là de cette expérience? Alors, sur l'interprétation de cette expérience, bah, c'est assez simple. Ici, sur le premier autoradiogramme, celui pour lequel les chlorelles ont été pendant 2 secondes au contact du CO2 radioactif, eh ben, on peut dire du coup que le CO2, il a été fixé, intégré, fixé dans une molécule organique qui ensuite a donné cette molécule de phosphoglycérate. Donc finalement, c'est la première molécule qui est formée à partir
de la fixation, de l'intégration de la molécule de CO2. Donc, si je reprends mon cycle de Calvin, je vois ici, sur la diapositive 50, je vois ici, en fait, effectivement, que j'intègre des CO2, des dioxydes de carbone, et je forme à ce moment-là sur une molécule qui s'appelle le ribulose 1,5-biphosphate, et je forme effectivement du 3-phosphoglycérate. Donc, c'est logique que ce soit cette première molécule qui soit radioactive. Le deuxième, je reviens à la diapositive 48, le deuxième autoradiogramme, il montre qu'on a toujours le 3-phosphoglycérate, mais est apparu maintenant des hexosphosphates et du ribulose 1,5-biphosphate. En fait, toutes les molécules radioactives ne sont pas mises en évidence, mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut soit considérer que le CO2 en fait, a été intégré sur une autre molécule et cette autre molécule ensuite a donné du coup des hexosphosphates. Même chose pour le ribulose 1,5-biphosphate et que, en fin de compte, il y ait 3 réactions qui sont en parallèle, mais que les deux dernières réactions, celles qui donnent l'hexosphosphate et le ribulose 1,5-biphosphate, soient des réactions qui soient plus longues. La deuxième hypothèse, c'est de dire en fait, en réalité, il y a une première réaction, c'est de donner du coup le 3-phosphoglycérate, et ensuite, à partir de ce 3-phosphoglycérate, on va former les 2 autres molécules. Et donc forcément, les deuxièmes réactions ne se font pas, les 3 réactions ne se font pas en parallèle, mais ça se fait en série. Il y a d'abord la réaction qui donne le CO2 est intégré et donne du coup le 3-phosphoglycérate, et puis ensuite, on a d'autres réactions qui vont travailler à partir, qui vont partir du 3-phosphoglycérate et qui vont donner les hexosphosphates et le ribulose 1,5-biphosphate. Alors, c'est effectivement cette deuxième hypothèse qui est la bonne, puisque si je reprends mon cycle à la diapositive 55, on voit bien qu'à partir du 3-phosphoglycérate, alors on passe par plein de molécules, mais à la fin, on régénère bien le ribulose 5. Alors, le ribulose 1,5-biphosphate, qui est ici, qui est d'ailleurs celui qui donnera le 3-phosphoglycérate. Alors, vous allez me dire, mais où sont les hexoses? En fait, les hexoses, on en retrouve notamment, en fait, alors, on en retrouve effectivement ici avec du fructose, du fructose 6-phosphate, donc au niveau des étapes 5 et 6. Et puis, on va en retrouver une autre, on va en retrouver d'autres. Et c'est en fait, en réalité, le dihydroxylacétone phosphate qui sort du cycle, qui est en réalité un triose phosphate. Et quand je vais additionner 2 trioses, je vais obtenir du coup un hexosphosphate. Est-ce qu'il y a des questions sur cette interprétation des expériences de Kelvin et de Besson? Pas de questions? Alors, Kelvin a refait des expériences cette fois-ci avec Massini et ils ont toujours travaillé sur des suspensions de chlorelle. Et sur ces suspensions de chlorelle, ils leur fournissent, en fait, à 2 suspensions de chlorelle, ils fournissent lumière et du CO2. On est avant le temps T0, je suis sur la diapositive 49. Donc, avant T0, les chlorelles ont à disposition du dioxyde de carbone et de la lumière. Et puis, à partir de T0, la première suspension, on la place à l'obscurité, donc on la prive de lumière. Et la deuxième suspension, on la prive, elle, non pas de lumière, mais de CO2. Ce qu'ils font, c'est que pendant toute l'expérience, donc avant le temps zéro et après, ils prélèvent en fait régulièrement des petites quantités de chacune des suspensions et ils font le même protocole. Donc, ils font de la chromatographie pour séparer les molécules. Ils font une autoradiographie pour localiser notamment 3 molécules radioactives, le 3-phosphoglycérate, le ribulose 1,5-biphosphate et des hexosphosphates. Et ce qu'ils font, c'est que ils mesurent la quantité de radioactivité associée à chacune des zones radioactives, donc à chacune des molécules. Et bien évidemment, plus la zone A est radioactive et plus la molécule est présente. Donc, ils peuvent ainsi quantifier, mesurer du coup
la concentration de ces molécules radioactives. Alors, si on regarde du coup, alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce protocole? Pas de questions? Alors, si on regarde en fait ensuite le résultat de cette expérience, eh ben on voit que en fait, de toute façon, avant T0, pour la suspension 1 comme pour la suspension 2, eh ben on est dans les mêmes conditions. On a du CO2 et de la lumière, et d'ailleurs on a les mêmes résultats, puisqu'on voit dans les deux cas que la concentration de 3-phosphoglycérate et de ribulose 1,5-biphosphate est constante. Alors, si les concentrations sont constantes, on a deux possibilités. Soit, eh ben, rien ne se passe, le métabolisme est à l'arrêt. Et donc, du coup, si on a arrêté les concentrations, forcément, si on a arrêté les réactions, forcément, les concentrations sont constantes. Alors, c'est bien évidemment une hypothèse qu'on peut facilement éliminer, puisque on sait que, que des cellules chlorophylliennes avec du CO2 et de la lumière ont un métabolisme, ils font de la photosynthèse. Donc ça veut dire que cette hypothèse qui évoquerait un cas d'équilibre statique, c'est-à-dire que tout est figé, et bien évidemment c'est une hypothèse qui n'est pas valable. Donc la deuxième explication, c'est de dire, à ce moment-là, s'il y a des réactions qui se passent, s'il y a bien de la photosynthèse, ça veut dire à ce moment-là que quand il y a de la lumière et du CO2, il y a autant de phosphoglycérate qui est formé que de phosphoglycérate qui est utilisé. Et il y a autant de ribulose 1,5-biphosphate qui est formé que de ribulose 1,5-biphosphate qui est utilisé. Donc on peut dire, on pourrait envisager qu'il y ait deux réactions, enfin deux séries de réactions, et que en fin de compte, ces deux séries de réactions conduiraient du coup à la formation et à l'utilisation autant de 3-phosphoglycérate et aussi idem pour le ribulose 1,5-biphosphate. En réalité, il s'agit d'un cycle. On est à la diapositive 50. On voit bien que si le cycle tourne, on aura le 3-phosphoglycérate qui sera formé sera utilisé pour former du ribulose 1,5-biphosphate qui sera utilisé pour former du 3-phosphoglycérate. Donc, c'est assez logique que du coup, on ait des concentrations qui sont constantes. Est-ce qu'il y a des questions sur l'interprétation de cette première zone du graphique avant 0 qui représente finalement le témoin? Alors, après 0, là, il faut qu'on fasse deux interprétations. D'un côté, si on prive la première suspension, on l'a privée de lumière. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, la concentration de 3-phosphoglycérate augmente et en parallèle, on voit qu'on a une diminution de la concentration du ribulose 1,5-biphosphate. Et d'ailleurs, je l'ai pas mis dans le texte, mais on voit bien que quand on commence à stabiliser la concentration de ribulose 1,5-biphosphate, on a aussi une stabilisation de la concentration de 3-phosphoglycérate. En fait, ici, on voit bien qu'en réalité, on met en évidence que du 3-phosphoglycérate est formé à partir du ribulose 1,5-biphosphate. Donc, on montre que le ribulose 1,5-biphosphate forme du coup le 3-phosphoglycérate et que c'est d'ailleurs que cette formation, ce passage ribulose 1,5-biphosphate 3-phosphoglycérate ne nécessite pas la lumière. Elle peut se faire à l'obscurité. Par contre, on voit bien que si le 3-phosphoglycérate s'accumule, alors que avant 0, la concentration restait constante, ça veut dire que s'il y avait du 3-phosphoglycérate qui se formait, il y en avait autant qui étaient utilisés. Cette réaction qui utilise le 3-phosphoglycérate, elle est dépendante de la lumière puisqu'elle peut pas se faire puisque le 3-phosphoglycérate s'accumule. Le ribulose 1,5-biphosphate, on voit que lui, il est consommé puisque sa concentration diminue. Par contre, avant, on avait une concentration qui était stable. Donc, ça veut dire que s'il était consommé, il y en avait autant qui étaient formés. Et là, on voit bien que cette formation n'a pas eu lieu à l'obscurité. Donc, ça veut dire que la formation du ribulose 1,5-biphosphate est dépendante de la lumière. Alors, si je reviens sur mon cycle à diapositive 50, on voit bien qu'effectivement, la réaction qui utilise le ribulose 1,5-biphosphate pour donner du 3-phosphoglycérate n'est pas dépendante de la lumière.
elle est simplement dépendante de la présence de CO2. Par contre, quand on forme le 3-phosphoglycérate à partir de toute une série de réactions pour revenir au ribulose 1,5-biphosphate, et ben on voit bien que on a besoin de NADPH+, on a besoin à d'autres endroits d'ATP ici, hein, notamment, et ici, et ça veut dire que du coup on a besoin en fait des produits de la phase photochimique, et donc on a besoin indirectement de la lumière. Est-ce que c'est compris pour cette première interprétation? Est-ce qu'il y a des questions? Pour le deuxième graphique, le deuxième temps de l'expérience, après T0, là, on a cette fois-ci privé de CO2. Hein, et on garde la lumière. On voit les résultats inverses, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le ribulose 1,5-biphosphate qui s'accumule alors que le 3-phosphoglycérate disparaît. Donc, et on voit bien une synchronie, un parallèle entre l'évolution de ces deux concentrations. Donc, on peut dire là cette fois-ci que le 3-phosphoglycérate est utilisé pour donner le ribulose 1,5-biphosphate. Or, tout à l'heure, on a dit que le ribulose 1,5-biphosphate était utilisé pour donner le 3-phosphoglycérate. Donc, avec cette troisième interprétation, on peut démontrer finalement qu'il s'agit bien d'un cycle et qu'on était bien, quand on était avant T0, dans un équilibre dynamique, hein, et non pas un équilibre statique. Cette formation du ribulose 1,5-biphosphate à partir du 3-phosphoglycérate, hein, donc le passage 3-phosphoglycérate donne ribulose 1,5-biphosphate, n'est pas dépendant du CO2. Par contre, le passage du coup du ribulose 1,5-biphosphate au 3-phosphoglycérate est lui dépendant de la lumière. Donc, si je reviens au cycle, je retrouve ça effectivement. Le passage, du coup, on a dit ici qu'il y avait une accumulation de 3-phosphoglycérate en absence de CO2. Je peux effectivement, il y avait une accumulation du ribulose 1,5-biphosphate en absence de CO2. Je peux effectivement former du ribulose 1,5-biphosphate. J'ai pas besoin de CO2. Par contre, j'ai effectivement besoin de la lumière puisque j'ai besoin de l'ATP, du pouvoir réducteur, qui sont ici. Donc là, je viens de montrer qu'il y avait la présence d'un cycle. Dans ce cycle, il y avait au moins deux molécules qui intervenaient, le ribulose 1,5-biphosphate et le 3-phosphoglycérate. J'ai montré qu'une partie du cycle est dépendante du CO2. C'est la partie ribulose 1,5-biphosphate donne 3-phosphoglycérate. Et j'ai montré que l'autre partie, 3-phosphoglycérate, régénère le ribulose 1,5-biphosphate, est une étape du cycle qui demande de la lumière indirectement, puisqu'elle demande en fait du pouvoir réducteur et de l'ATP. J'ai pas parlé des exophosphates, mais je vois que les exophosphates, eux, ils s'accumulent quand on est durant le témoin. Et on voit que de sitôt qu'on prive soit de lumière, en fait, mais ce serait la même chose pour le CO2, on voit qu'à ce moment-là, leur concentration, en fin de compte, se stabilise. Ça montre que les exophosphates, en fait, s'ils s'accumulent à la lumière et en présence de CO2, si je reviens à ma diapositive 50, c'est qu'ils ne sont pas dans le cycle, ils ne sont pas recyclés, il n'y en a pas autant qui est formé que autant qui est utilisé. Là, il y en a beaucoup plus qui est formé et peu qui sont utilisés. Donc, ça veut dire que ces exophosphates, c'est eux qui vont être exportés, sortis du cycle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dernière expérience du coup de Massini et de Kelvin? Pas de questions, donc je pense que certains, vous l'avez étudié du coup, ce cycle, enfin ces expériences en spécialité. Peut-être pas aussi développées. Si je reprends du coup ma diapositive 50 et que je regarde de Kelvin ou de Kelvin, je vois qu'en réalité, c'est pas deux réactions, c'est pas 3-phosphoglycérate donne le ribulose 1,5-biphosphate et le ribulose 1,5-biphosphate donne le 3-phosphoglycérate. En fait, il y a plus de 14 réactions dans cette voie métabolique et bien évidemment, elles ne seront pas à retenir. On va simplement retenir 3 phases, 3 étapes, si vous voulez, 3 phases plutôt, dans ce cycle de Kelvin. Alors, les coefficients qui ont été mis ici sur la diapositive 51, donc c'est celle qu'il faut retenir, les coefficients stoichiométriques, ils ont été mis de façon à intégrer du coup 3 CO2 dans le cycle, ce qui me permettra de sortir
un triose phosphate. Alors là, j'ai mis que c'était le glycéraldéhyde 3-phosphate, hein, mais on sait bien que le glycéraldéhyde 3-phosphate est un isomère, hein, du dihydroxylacétone phosphate. Donc, même si là, ils font sortir du dihydroxylacétone phosphate, en réalité, c'est la même chose, enfin, c'est quasiment la même chose que le glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc là, j'ai un petit peu simplifié les choses sur cette diapositive 51. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il faut retenir une première étape, c'est l'étape où je fixe le CO2. Donc, je pars de trois molécules de ribulose 1,5-biphosphate. C'est une ribulose, ça fait penser à ribose, donc c'est un sucre à 5 carbones. Donc, j'en intègre 3 de plus puisque j'intègre 3 molécules de CO2. Alors, on peut dire qu'on fixe le CO2, on peut dire qu'on assimile le CO2. Assimiler, ça veut dire qu'on l'intègre à de la matière organique. Et ben, cette fixation de 3 CO2, ça va me conduire en tout 5 carbones fois 3 molécules, donc ça fait 15, plus 3 autres carbones, ça fait 18. Et ben, effectivement, je suis bien équilibré puisque je vais pouvoir former 6 molécules de 3 phosphoglycérates qui sont avec chacune 3, qui sont des composés intermédiaires avec 3 carbones. Donc, 6 fois 3 carbones, 6 molécules à 3 carbones, ça fait bien du 18. Donc, c'est bien équilibré. Donc, cette première étape, c'est l'étape de fixation du CO2. On parle d'une étape de carboxylation. Ça rappelle les étapes de décarboxylation. On enlevait du CO2. C'est l'inverse. Donc, c'est une étape de carboxylation, de fixation du CO2. Sur quoi? Sur le ribulose 1,5-biphosphate pour donner du 3-phosphoglycérate. On voit bien que du coup, les plantes qui réalisent en fait ce cycle de Calvin directement, la première molécule qui est radioactive, c'est une molécule qui a 3 carbones, qui est du coup en C3. Vous comprenez pourquoi ces plantes-là, on les appelle des plantes en C3. Et on verra, vous allez voir aujourd'hui qu'il existe d'autres plantes qui s'appellent des plantes en C4, où la première molécule radioactive formée serait une molécule à 4 carbones. Donc, la première molécule formée après l'intégration, la fixation du CO2, l'assimilation du CO2, ce sera une molécule à 4 carbones. Les plantes qui font justement cette photosynthèse en C3, qui font le cycle de Calvin directement, à partir du CO2 prélevé dans l'atmosphère, ce sont les plantes des zones tempérées, donc les plantes qui vivent chez nous. Cette réaction, elle est, tiens, j'ai oublié, mais on l'a, diapositive, elle est catalysée par une enzyme très importante qui s'appelle la Rubisco. Donc ça, il faudra le retenir. Je rajouterai du coup sur cette diapositive-là la Rubisco, je vais me le noter. Et puis enfin, c'est la réaction qui a un delta RG' très négatif, donc qui est irréversible et qui est le moteur en fin de compte, qui entraîne le cycle de Calvin. Cette première phase est terminée, on obtient du coup du 3-phosphoglycérate. Ce n'est pas un eau, ce n'est pas un acide aminé, c'est pas un lipide, c'est un composé intermédiaire, c'est-à-dire ces fameux composés qui sont entre les grandes familles, les grandes familles de molécules organiques. Ce 3-phosphoglycérate, il va donner du glycéraldéhyde 3-phosphate. Glycéraldéhyde, on sait que c'est un triose. Donc là, on revient dans la famille des oses, comme le ribulose. Si je regarde le détail, en fait, c'est 2 étapes, 2 réactions. J'ai une première réaction, si je suis revenu à la diapositive 50, le 3-phosphoglycérate donne le 1,3-biphosphoglycérate, j'hydrolyse de l'ATP. Et ensuite, donc j'ai toujours un composé intermédiaire. Et ensuite, ici, j'obtiens le GAP, le glycéraldéhyde 3-phosphate, ou le 3-phosphoglycéraldéhyde plutôt, où j'oxyde du coup du NADPH en NADP+, et où je ressors du coup l'EPI qui avait été fixé, le groupement phosphate qui avait été fixé ici, à l'étape précédente. Donc là, je vois bien que j'ai bien une réaction d'oxydation de coenzyme. Donc ça veut dire que la réaction 1,3-biphosphoglycérate donne le glycéraldéhyde 3-phosphate ou glycéraldéhyde 3-phosphate, voilà, une réduction. Donc du coup, moi j'ai simplifié, j'ai fait une seule et même étape où j'hydrolyse de l'ATP et où
j'utilise du coup 6 molécules de NADPH+. Donc ici, c'est une étape effectivement d'oxydation de coenzymes associée à la réduction du 3-phosphoglycérate en glycéraldéhyde 3-phosphate et associée aussi à l'hydrolyse de l'ATP. Cette étape-là, on voit bien que cette étape-là et du pouvoir réducteur qui ont été formés par la phase photochimique et donc c'est bien une étape qui est dépendante indirectement de la lumière alors que l'étape précédente ne l'était pas. Troisième et dernière étape, c'est une étape qui est très compliquée. On a 11 réactions où on voit qu'on passe par différents oses, des exoses comme le fructose, des oses comme le ribose, le cédoheptulose, cétanose à 7 carbones. Donc, on passe par différents oses. Nous, on va retenir simplement que à partir du glycéraldéhyde, on régénère du coup du ribulose 1,5-biphosphate et ça nécessite de nouveau de l'hydrolyse une hydrolyse de l'ATP. Ici, effectivement, à la 14e étape, on hydrolyse 3 molécules d'ATP. 3 molécules d'ATP sont hydrolysées. Donc ici, on a encore une phase qui est puisqu'elle utilise de l'ATP qui a été formé par la phase photochimique, c'est encore la troisième phase comme la deuxième phase est dépendante de la lumière indirectement. Alors, si je parle de la stoichiométrie maintenant, là, j'étais à 6 molécules de 3-phosphoglycérates qui ont chacune 3 carbones. Donc, ça fait en tout 18 carbones. Je vois que je forme 6 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate qui ont chacune, c'est des trioses, 3 carbones. Donc, 6 fois 3, 18. Et je vois que je vais former ensuite, je vais rejeter 3 molécules de ribulose 1,5-biphosphate qui sont en C5. Donc 15 carbones. Donc ça veut dire que de l'étape où j'ai le glycéraldéhyde 3-phosphate jusqu'au ribulose 1,5-biphosphate, il me manque 3 carbones. Où sont ces carbones? C'est un glycéraldéhyde qui est sorti. Et du coup, ici, j'ai exporté du coup 3 carbones. C'était en réalité les 3 carbones, les 3 CO2 que j'ai intégrés. Enfin, ces 3 carbones viennent des 3 molécules de CO2 que j'ai intégrées, que j'ai fixées du coup via mon cycle de Calvin. Est-ce que c'est compris pour ce cycle de Calvin version simplifiée? Donc, on rajoutera le nom de l'enzyme Rubisco au niveau du coup de la première phase. Je le mettrai et je vous réafficherai du coup la diapositive. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cycle de Calvin? Donc, du coup, en termes de bilan, si je fais le bilan, je vois bien que en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est vraiment ce qui rentre et ce qui sort. Je vois bien qu'à partir de 3 molécules de CO2, grâce à 9 molécules d'ATP, grâce à 6 molécules de NADPH+, je forme du coup un triose phosphate, ici le glycéraldéhyde 3-phosphate. Je vais obtenir du coup 9 ADP, 8 PI, et enfin 6 NADP+. Alors, il manque un PI parce que tout simplement, ici, je vois bien que si je garde 5 glycéraldéhydes 3 phosphates, donc ça me fait du coup, ils ont un seul groupement phosphate, donc ça me fait, puisqu'on régénère à partir de 5, il y en a un qui sort, ça me fait 5 groupements phosphates. Or, dans le ribulose 1,5-biphosphate, j'en ai effectivement 2 groupements phosphates et j'ai 3 molécules, donc ça fait en tout 6. Il me manque un PI, c'est le PI qui ne ressort pas ici. On fait ressortir du coup simplement 2 PI. Donc, on voit bien que ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien fait une oxydation de coenzymes. Donc, ça veut dire que tout mon cycle de Calvin, enfin, les réactions qui impliquent les molécules organiques ici, c'est bien une réduction du CO2. Donc, on a bien une réduction du CO2 en glycéraldéhyde 3-phosphate qui est associée à une oxydation du NADPH+ en NADP+, et avec l'utilisation l'hydrolyse de 9 molécules d'ATP. Donc, en fin de compte, je fais une réduction du CO2 en glycéraldéhyde 3-phosphate, c'est endergonique. Et du coup, l'utilisation du pouvoir réducteur et l'hydrolyse de l'ATP sont les réactions qui sont exergoniques. J'ai bien ici un couplage chimio-chimique.
puisque j'utilise de l'énergie chimique pour donner encore de l'énergie chimique. Est-ce qu'il y a des questions sur ce bilan du coup de cycle de Calvin? Donc, pas de questions. Donc, bon, je pense que c'était un cours qui n'était pas très difficile. Le cours d'aujourd'hui est un tout petit peu plus difficile, mais pas beaucoup plus. Donc, vous allez y voir en fait un phénomène qui s'appelle la photorespiration et qui concerne justement nos plantes tempérées, hein, des zones tempérées qui sont les plantes en C3. Et puis ensuite, vous allez voir un autre, le métabolisme en C4, c'est-à-dire que vous allez voir comment font en fait les plantes tropicales, hein, comme par exemple le maïs ou comme la canne à sucre, qui sont des plantes qui poussent très rapidement. Hein. Et donc, vous allez voir que cette croissance, cette efficacité, elle s'explique par justement cette adaptation qu'on appelle le métabolisme en C4. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc aujourd'hui… Ah, si, une question? C'était juste une question en général. Pourquoi la plante produit du glycéraldéhyde prophosphate, sachant qu'elle a déjà de l'ATP comme énergie? C'est qui me pose la question? Je n'ai pas identifié. C'est Clotilde. Clotilde, d'accord. Parce que en fait, Clotilde, ce que j'avais expliqué, rappelle-toi, c'est que l'ATP, je vais reprendre, non, je peux pas. Si je vais reprendre la diapositive sur le chloroplaste, donc diapositive 45. En fait, la cellule, elle veut former de l'ATP, tu es d'accord avec moi, hein? La cellule végétale, par exemple, la cellule végétale chlorophyllienne. La cellule, le chloroplaste, il fabrique de l'ATP. Mais cet ATP, c'est de l'ATP privé, c'est-à-dire que c'est de l'ATP qui va servir que pour le chloroplaste. C'est-à-dire que cet ATP, il va pas sortir du chloroplaste. Attention, Clotilde, je m'entends, il faut que tu coupes le micro. Cet ATP, en fait, ne va pas sortir du chloroplaste, il est utilisé pour le chloroplaste. Donc, ça veut dire que tous les travaux cellulaires qui se passent dans le cytosol de la cellule végétale chlorophyllienne, dans le noyau, etc., et qui nécessitent en fin de compte de l'énergie via l'ATP, c'est pas ce chloroplaste qui va fournir l'ATP, puisque l'ATP, il sert pour faire le cycle de Calvin. Par contre, on va former, on va exporter, on va du coup fabriquer grâce à cet ATP des triose-phosphates. Donc, on va fabriquer en fait des oses. Et après, à la fin, on fabriquera en fait des exoses. Et ces exoses, ils vont permettre d'aller alimenter la mitochondrie. Donc là, je reviens au schéma de la cellule animale. Donc, ils vont permettre en fait ces exoses de faire la glycolyse, de faire la décarboxylation oxydative, de faire le cycle de Krebs, de faire tourner la chaîne respiratoire. Et là, on va fabriquer de l'ATP. Mais là, ce sera de l'ATP pour tout le monde. Donc, si tu veux, il faut pas dire, je comprends pas pourquoi elle s'embête à fabriquer des molécules organiques alors qu'elle a de l'ATP. Oui, le chloroplaste a de l'ATP grâce à la phase photochimique, mais cet ATP, ce n'est que pour lui. Et c'est pour fabriquer des molécules organiques qui vont être utilisées en partie comme briques de construction pour fabriquer ses propres molécules organiques à cette cellule, et en autre partie pour aller alimenter le catabolisme, notamment le catabolisme oxydatif, pour fabriquer du coup de l'énergie. Est-ce que j'ai répondu à ta question du coup, Clotilde? Oui, merci beaucoup. Ouais, c'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc voilà, donc on lève du coup, le cours est terminé.